BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Un grand merci d'être là, fidèle de semaine en semaine à votre rendez-vous tech du week-end. Il est temps maintenant d'accueillir Christophe Joly dans De quoi je me mêle. Salut Christophe. Salut François. Christophe Joly qui ouvre pour nous chaque mois les tiroirs poussiéreux de la tech. Cette fois-ci, on va fêter un anniversaire hyper important. Franchement, si moi je devais faire une espèce de top 3 des innovations les plus marquantes de ces 20 dernières années, je pense que Spotify serait ou numéro 1 ou numéro 2. Je mettrais l'iPhone, j'hésite entre l'iPhone et Spotify, parce que Spotify quand même a complètement bouleversé notre manière d'écouter de la musique. Ouais, complètement. C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans. L'idée de Spotify remontait à il y a 20 ans. Il a été lancé 2 ans après, en 2008. On va remettre le contexte de ce que c'était la tech en 2006. C'est l'année de lancement de la Nintendo Wii et de la PS3 avec le Blu-ray. C'est la guerre des formats HD, DVD et Blu-ray, dont tu te souviens forcément. L'arrivée de Twitter. L'iPhone n'existe pas. Et on verra combien c'était important dans le cadre de Spotify. Il est arrivé l'année d'après, le premier iPhone. Et iPod et iTunes, chez Apple, ont déjà 5 ans, puisqu'ils ont été lancés en 2001. Ouais. Et en 2006, le marché du disque est vraiment en crise sévère. Au niveau mondial, la musique génère presque 20 milliards de dollars, en baisse de 5%. Le numérique représente 2 milliards de dollars. Le physique est toujours largement majoritaire, 90% du marché, il se vend des CD. Le vinyle est en décroissance. Le hic, c'est le téléchargement illégal. On estime qu'il y a 20 morceaux téléchargés illégalement pour un acheté légalement. Ouais. Le fossé est immense. On se rappelle à l'époque des plateformes de piratage, les Kazaa, les Napster. Enfin, c'était le Far West, quoi. Ah bah, complètement. Et en France, le débat est vif. On s'en souvient, on en avait parlé à l'époque avec la riposte graduée mise en place par la commission Adopi en 2009. Donc on avait même ouvert le dossier, rappelle-toi, de la licence globale. C'était un gros sujet à l'époque. Il y avait des politiques qui imaginaient une espèce de forfait qu'on pourrait donner tous les mois ou tous les ans, qui nous permettrait de tout télécharger, en fait, d'écouter toute la musique, finalement. C'est fou, parce qu'on y est presque. Alors ça coûte cher aujourd'hui, mais on y est presque. Et à cette époque, on télécharge aussi des morceaux, notamment via iTunes Store, qui avait été lancé en France en 2004. On achetait des morceaux, rappelle-toi, 69 centimes, 99 centimes ou 1,29 €. Et en 2006, les deux fondateurs de Spotify, Daniel Ek, qui à l'époque a 23 ans, il est développeur et entrepreneur particulièrement doué, et Martin Lorentzon, qui lui a 37 ans et une longue expérience dans la publicité en ligne. Et Martin rachète la boîte de Daniel. C'est là où ils se rencontrent, où ils discutent, ils échangent. Ils se disent, on a certainement un truc à faire dans le cadre pour lutter contre le piratage de la musique. Et Daniel Ek dit, j'ai dit à mon équipe, si nous parvenons à donner aux gens l'impression d'avoir toute la musique du monde sur leur disque dur, retiens bien, sur leur disque dur, nous aurons créé quelque chose de bien meilleur que le piratage. Donc l'idée, c'est de proposer une alternative crédible. Je dis disque dur parce qu'à l'époque de Spotify, à son lancement en 2008, c'était pas sur les téléphones, c'était sur les ordinateurs, c'était sur les PC. Ouais. Et ça, c'est important à intégrer. Et donc, Spotify est lancé le 7 octobre 2008 dans quelques pays, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Finlande, Norvège et en Suède. Un accord est signé parce que c'est le nerf de la guerre avec les majors. C'est ça qui a pris du temps entre l'idée initiale, le développement de la solution technique, mais les négociations avec les majors qui étaient vent debout, évidemment, contre le piratage, mais qui voulaient aussi sauvegarder leur système physique, en fait. C'était ça leur source de revenus. Et là, on était dans quelque chose d'inconnu, donc les négociations ont duré. Ils signent avec Universal, Sony, EMI et Warner. Et là, Daniel Ek, à nouveau, dit que le modèle d'achat et de possession de la musique est complètement obsolète. Donc, ce qu'il propose en octobre 2008, c'est un accès instantané à la musique, conditionné au développement du web, évidemment, des connexions Internet à domicile, un modèle légal financé par abonnement et la publicité, on va le voir également, une expérience plus rapide et simple que le téléchargement illégal. Effectivement, à l'époque, pour télécharger illégalement, il fallait quand même s'y retrouver. Le catalogue à l'époque comporte 2 millions de titres. On va voir par rapport au catalogue d'aujourd'hui combien le... Et je me souviens, alors, il y a un truc, une série que je vous invite à regarder sur Netflix, qui s'appelle The Playlist, et qui raconte en fait l'histoire de Spotify, la naissance, la genèse de Spotify, qui est très réussie. Et les obsessions de Daniel Ek étaient que
lorsque tu cliquais sur la chanson que tu voulais écouter, il fallait que ça se lance instantanément. Il ne voulait pas qu'il y ait de buffering parce qu'il trouvait que ça dégradait en fait l'expérience utilisateur. Tu vois. Donc, comme un CD en fait. C'était une obsession pour lui, donc il allait tout le temps voir ses ingénieurs en disant « Je ne veux pas qu'il y ait une seconde d'attente quand vous appuyez sur le truc, il faut que ce soit instantané ». Et c'était presque obsessionnel en fait. Eh bien, on va le voir juste après parce que c'est vraiment ce dont a été crédité Spotify dès son lancement par tous les médias qui en ont parlé. Donc, je l'ai dit au début, c'était sur PC exclusivement. Il est arrivé sur mobile en septembre 2009. L'iPhone donc a été lancé en 2007. Donc, c'est là où il se passe quelque chose quand même. Quand on peut écouter toute sa musique dans sa poche, ce qu'on faisait avec les baladeurs auparavant, les iPods et tous les autres, désormais on peut le faire avec son téléphone. Et quand le Spotify est lancé, donc TechCrunch décrit un service incroyablement rapide et efficace. Dans le sillage de ce que tu dis à l'instant, le Guardian écrit que ça pourrait être le Napster du futur, appréciant le catalogue et la simplicité d'usage, parce que c'était très simple à utiliser. En 2009, 01net en France aime la simplicité du service, la formule gratuite, avec une formule gratuite, donc avec de la pub. Donc, il y avait aussi une formule à la journée, tu payais 99 centimes d'euros. Ok, ouais, d'accord. Oui, ils se cherchaient en fait. Ah oui, ils étaient en train d'imaginer, donc une journée de musique. Les jours pairs. Et ensuite, tu avais la formule à 10 euros par mois, où là, tu avais un accès illimité, évidemment. Et donc, 01net trouve que la formule gratuite est bien parce que la pub n'est pas intrusive, la recommandation de morceaux fonctionnait bien, la rapidité de la recherche et de l'écoute était très performante. Moi, je pense qu'il faut appuyer sur un truc dingue, c'est que d'un coup, on se retrouvait avec un catalogue illimité de musique, simplement avec un moteur de recherche. Et c'est ça qui était incroyable, tu vois. Tu avais envie d'écouter, je sais pas moi, Madonna, Michael Jackson. Tu avais accès à une bibliothèque, une discothèque infinie. Voilà, et instantanée. Alors qu'avant, ça n'existait pas. Il fallait que tu ailles sur iTunes, que tu télécharges des titres, que tu les payes à l'unité. Et là, d'un coup, ça a complètement libéré la manière dont on écoutait la musique. Alors, c'est très associé à la libération de la data sur les téléphones. Hein. On va y venir après. Bien sûr. À l'époque, il y avait les forfaits aussi. Voilà, les forfaits étaient chers, la data illimitée était limitée. Il fallait rester en Wi-Fi. Il y avait quand même pas mal de choses. Désormais, c'est même plus un sujet. On se pose même plus la question de savoir le nombre de data que tu consommes. On a des forfaits à 200, 300 gigas ou 100%, on a vraiment de tout à ce niveau-là. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est que Spotify n'a pas été le premier. Le premier, c'est un Français. Oui. C'est Deezer. C'est Deezer, effectivement. Alors, c'est un petit Français qui est devenu aujourd'hui un petit acteur qui est toujours là. Hein. Il s'est lancé en 2007. Et à l'époque où Spotify se lance, Deezer a déjà 3 millions d'utilisateurs mensuels. Donc, c'est quand même pas neutre. Et Deezer décollera, passant, quand il signera des accords également avec Sony Universal, avec 3 700 000 titres à son catalogue quand Spotify arrive. Donc, Spotify a 2 millions de titres et Deezer en a presque le double. Ouais. Si ce n'est qu'on va le voir, la force de frappe de Spotify est telle. Et monstrueuse. Que Deezer en fait, Spotify a réussi l'international là où Deezer a eu beaucoup plus de mal. Voilà, comme Dailymotion, dans la vidéo, est resté un acteur local. C'est un peu la même chose. Alors, on a un autre Suédois qui s'est lancé également en 2007, c'est SoundCloud, dont on parle moins. Mais SoundCloud, à l'origine, c'était pour permettre à des artistes de se partager des morceaux entre eux. Puis c'est devenu aussi une plateforme de musique qui permet d'accéder à différents morceaux. Amazon lance son service de téléchargement Amazon MP3, avec une différence, c'est qu'il n'y a pas de DRM. Donc tu pouvais acheter les morceaux et en faire ce que tu voulais. C'était vendu entre 89 centimes et 99, à peu près pareil. Un autre français sera lancé en 2008, dont on parlait à l'instant avant l'enregistrement, qui est Qobuz. Voilà. Oui. Donc c'est un positionnement un peu particulier qui s'adresse plus aux mélomanes. Aux mélomanes, aux audiophiles. Et ils promettent une qualité CD. Oui. Voilà. Donc ils existent toujours. Ils ont été en grande difficulté à un moment donné, ils se sont repositionnés et désormais ça marche mieux. À l'époque, on vend toujours beaucoup de baladeurs, il s'en est vendu 180 millions d'exemplaires en 2008, dont 50 millions d'iPod, qui est largement leader sur ce marché. Est-ce que tu te rappelles d'un baladeur qui s'est planté ? Ah bah oui, le fameux Microsoft Zune. Ah ouais, qui est certainement l'un des plus gros échecs de l'histoire de la tech, dont on parlera peut-être un jour. Une usine à gaz incroyable, qui n'est même pas sortie en France d'ailleurs, tellement ça a été un bide. Ils ont dit non, mais c'est pas la peine de le sortir en Europe, les gars. Je pense qu'on pourrait faire un truc spécial sur les échecs de Microsoft, parce qu'il y en a eu quelques-uns qui viennent d'esprit. C'est vrai. Un mastodonte qui s'est planté. L'iTunes Store en 2009 est largement leader avec 60% du marché en France. En 2010, Spotify décolle avec 10 millions d'utilisateurs. Ça change vraiment quand en 2011, il se lance aux États-Unis. Là, les négos avec les majors ont été longues parce que les négociations sont faites pays par pays. Mais oui, bien sûr. C'est pour ça que le déploiement n'est pas mondial. Et puis rappelons que Spotify est une boîte européenne, donc suédoise. Ouais. S'attaquer aux États-Unis, c'est et aux majors américaines, et on va voir juste après. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Spotify a fait son communiqué de presse de lancement, donc en 2008, l'Allemagne figurait parmi les pays lancés. Eh bien non, Spotify a été lancé en Allemagne en 2012. C'est-à-dire que les négociations ont duré tellement longtemps, 2012 versus 2008 pour le lancement en Allemagne. Donc dingue, quand même. Pays par pays, désormais,
C'est dans 180 pays, donc c'est plus vraiment un sujet. En 2013, Spotify met l'accent sur les playlists, qui va être un élément majeur en fait, des Et qui plateformes. fera la popularité aussi, je pense. Bah ouais, de le Spotify, c'est les recos, c'est les Mm. playlists, c'est les partages de playlists. Et donc les majors arrivent. Amazon lance Amazon Music en juin 2014, Apple Music en juin 2015, après le rachat de Beats Music, et YouTube se lance dans la musique en 2015. C'est là où l'échelle devient beaucoup plus importante parce que le service se popularise, Oui. évidemment. On a un petit acteur qui fera parler de lui, Tidal, en mars 2015, qui est la propriété du rappeur américain Jay-Z, dont on parlera beaucoup, qui a la même promesse que Qobuz, à savoir du son en haute résolution. Il faut savoir que Jay-Z a racheté cette boîte suédoise. Voilà, Tidal, à la base, c'est pas lui qui l'a créé, on Mhm. en a parlé comme ça, mais non, en fait, c'est une petite boîte suédoise qui a été rachetée, et puis dont il est devenu l'ambassadeur. Il y avait aussi le débat sur la rémunération des artistes aussi à l'époque. Il fait toujours débat. Hein. Qui fait toujours débat, mais à l'époque, en fait, Jay-Z avait D'accord. racheté cette boîte-là pour essayer de mieux rémunérer les artistes. Ouais. Et Tidal qui a jamais véritablement Non, décollé. qui existe toujours, mais qui ne perce pas produit complètement. assez confidentiel. Et en 2018, signe du succès de Spotify, la boîte est introduite en bourse à New York avec une valorisation à 26 milliards de dollars. Ils se lancent dans les podcasts, et ici notamment un contrat avec un podcasteur célèbre, Joe Rogan, avec un contrat, tiens-toi bien, à 100 milliards de dollars. 100 millions. 100 millions de dollars. 100 milliards, 100 milliards, ça fait beaucoup. ouais, ça fait beaucoup. Mais 100 100 millions, millions c'est de déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal. Mhm. Et c'était un contrat renouvelé dont on n'a pas les montants des contrats suivants. Ça veut dire que c'était probablement revisé à la hausse. Mhm. Donc 100 millions de dollars, c'est significatif des ambitions de Spotify qui Il y avait devient une une petite plateforme. polémique à l'époque du Covid parce que je crois qu'il était c'était un anti-vax. Enfin, il y avait eu tout Oui, un, oui, non, il y a des théories de tout un complot, truc qui était ouais. un peu, enfin, qui était pas forcément très populaire pour Spotify. Ouais, qui n'était pas top. Ils se lancent aussi dans les livres audio, ça veut dire qu'ils veulent proposer autre chose que de la musique. Et en fait, ce qui fera décoller le streaming musical, Spotify, mais tous les autres, en 2008, il se vend 140 millions de smartphones. Donc on en est au début, hein, l'iPhone a un an. Bien sûr. On en est aux prémices. En 2025, ils s'en ont vendu 1,2 milliard. Voilà. Voilà. Donc, La messe est dite. La messe est dite. La data n'est plus un sujet sur les téléphones mobiles. Je le disais, un forfait Origami Plus chez Orange en 2008, ça coûtait 49 € et c'était plafonné à 500 mégas. Donc, supposé illimité, mais ensuite c'était en débit dégradé. Ouais. Désormais, c'est plus un sujet. C'est vraiment, c'est plus une difficulté de savoir combien on consomme de data. Et aujourd'hui, le streaming fait partie de notre quotidien. On ne se pose plus vraiment la question. Il y a 837 millions d'abonnements payants à un streaming musical dans le monde, selon l'IFP, qui est l'Institut du syndicat de la musique à l'international. Donc, abonnement payant. Hein, on ne parle pas des abonnements gratuits avec publicité. Non, voilà, D'accord. des abonnements payants. Ok. Donc c'est quand même très conséquent. Le streaming représente 70% des revenus de la musique. Le vinyle est toujours vivant. On l'a annoncé mort, mais en fait, il est en croissance. Ça fait 16% le CD et le vinyle du marché de la musique. Ouais, donc le support physique n'est pas mort. Hein. Il n'est pas mort. Le vinyle est en croissance de 14%. Donc c'est quand même pas neutre. Et je trouve que c'est assez intéressant. En France, le vinyle a dépassé le CD, puisqu'on a 98 millions d'euros versus 91 millions pour le CD. Alors, Spotify est largement leader du marché, puisqu'ils occupent 30% à l'échelle mondiale du marché du streaming. Le second, c'est un Chinois. C'est Tencent Music, inhérent à la taille du marché chinois. Logique. Évidemment. Apple Music est troisième, Amazon Music, YouTube Music et Deezer dont on parlait, ils ont entre 1 et 2% du marché. Donc c'est pas grand-chose. Et quant à Spotify, ils sont désormais diffusés dans 180 pays. Ils avaient 2 millions de titres au début, ils en ont 250 millions aujourd'hui. Et Spotify est valorisé à 100 milliards de dollars. Voilà. Donc 26 lors de l'introduction en bourse et désormais 100 milliards. Donc c'est une boîte qui se porte plutôt bien. Oui, qui a eu du mal à trouver son équilibre économique. Hein. Oui, il a fallu du temps. Mais qui, ça y est, maintenant gagne de l'argent. Et ils ont annoncé avoir reversé 11 milliards de dollars de royalties Au major. l'an dernier au major. Sûr, ouais. Donc c'est quand même pas neutre, si ce n'est, on en parlait, la rémunération des artistes fait quand même débat, elle est quand même très très faible. Et ce qui est reproché à ces plateformes, Spotify mais aussi aux autres, c'est donner beaucoup aux gros artistes et assez peu aux tout petits. Et ça questionne sur le modèle, et c'est aussi la dictature des algorithmes. Tout à fait. Et après, il y a le débat aussi sur l'IA hein, et le fait que ces plateformes soient envahies par des titres générés par l'IA. On voit que voilà, tout ça n'est pas un chemin tranquille parce que effectivement, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on accepte des chansons générées par IA? Est-ce qu'il faut le signaler aux utilisateurs? C'est ce que fait Spotify avec Verified, avec un label qui atteste que c'est un humain qui a créé la musique que vous êtes en train d'écouter. Ouais. Tout ça est passionnant. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Les 20 ans de Spotify. Mon Dieu, que ça passe vite. Oh, mon Dieu. Waouh. Allez, on va écouter la musique. Eh bien, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous.
Et on se retrouve bien sûr le week-end prochain. Si vous êtes avec nous en audio, quelques minutes supplémentaires vous attendent sur le podcast, donc restez là. À très vite, portez-vous bien et on sera là la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.